Bonjour à tous, deuxième semaine du vrai Ségur de la santé. Je vous rappelle que c'est un événement qui se déroule jusqu'à fin mars, des auditions quotidiennes. On passe en revue tous les sujets santé qui nous semblent indispensables. On les traite sous forme d'auditions d'experts en 1 heure. Évidemment, on n'a pas vocation à aller au fond de tous les sujets. Cependant, on veut aborder tous les sujets et essayer d'en tirer quand même, puisqu'on essaye de faire un peu table rase des constats et des diagnostics pour gagner du temps. Les constats et les diagnostics, j'ai le sentiment qu'on les connaît à peu près tous, même s'il faut parfois repartir du diagnostic pour apporter les propositions. L'idée vraiment, c'est d'essayer d'être dans le factuel et dans l'efficience. Je ne suis pas trop un technocrate, moi, ni un bureaucrate. Ce que j'aime bien, c'est des solutions, le pragmatisme et l'efficacité. Alors, on ne peut pas imposer ça à tout le monde, mais on essaye d'avoir cette ligne rouge-là dans le cadre de l'action du collectif Santé en danger et du vrai Ségur de la santé. Mardi 22 février, une session qui va être, je le sais, passionnante, à la fois parce qu'elle concerne des impacts environnementaux et la notion de santé environnementale qui doit devenir une thématique absolument prégnante et incontournable dans notre exercice de professionnel de santé d'une part, mais comme vous le savez, cette thématique-là, il faut l'élargir à toutes les populations et les enjeux climatiques dans lesquels on est embarqué sont absolument colossaux et vraiment urgents. Donc, je pense qu'il est important que le système de santé se mette à la page. Et en cela, vraiment, Philippe Perrin, je te remercie de nous faire confiance et de nous apporter ton expertise sur ces théories-là, sur ces choses-là. Et tu nous expliqueras comment on peut faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Je crois que ce ne sera pas difficile de faire mieux. Et je remercie également Dominique Combernoud, donc cadre de santé au CHU de Lyon, je crois, j'espère, je ne dis pas de bêtises, au CHU de Lyon, qui est en plus présidente, il me semble que c'est un syndicat, présidente de l'ANSIM, qui est en fait une association de cadres de santé, ce qui nous permet également de rappeler aujourd'hui aux membres du collectif Santé en danger que le collectif s'adresse également aussi aux cadres qui s'en prennent un peu plein la tronche régulièrement, j'ai envie de dire, mais comme elles ont le cuir solide, elles restent avec nous et elles nous font confiance. Les cadres de santé, évidemment, vous êtes un élément incontournable de la chaîne du soin et des organisations des hôpitaux. Et bon, je côtoie des cadres depuis très longtemps, mais j'ai quand même pu, à l'occasion de la première crise Covid, me rendre compte à nouveau, j'en avais pas véritablement besoin, que votre tâche, elle est indispensable, essentielle, et que vous êtes à la fois un lien indispensable entre le terrain et l'administration qui régit toute cette affaire-là. Je vais vous laisser vous présenter. Nous avons également des modérateurs dans la session et des scripts qui vont prendre en note les propositions. On parle, Audrey, tu vas arrêter de jouer avec le micro de Philippe Perrin, s'il te plaît, qui est à nouveau désactivé. L'idée, c'est qu'on va jusqu'à -5, midi 55. Là, je voudrais 5 minutes de propositions concrètes et de 13h à 13h15 ou de 13h05 à 13h15, on aborde les questions. Je vous laisse la parole, honneur aux femmes. Dominique, je te laisse, qui s'appelle en fait Joël, dans le cadre de la session. Je me permets de te tutoyer, hein, mais je te laisse te présenter. Et puis, donc, Joël va aussi nous parler, je vais me faire avoir. Dominique va aussi nous parler de l'attractivité. L'idée, c'est attractivité de la part du cadre de santé. Comment faire pour optimiser l'attractivité? Ça va être large. Philippe va nous apporter des thèmes de santé environnementale. Mais en fait, ce qu'on va s'amuser, c'est de faire fusionner les deux. Parce que moi, j'ai plein d'idées. Dominique, à toi. Bon, alors, je suis Dominique Combarnouche, je suis cadre supérieur de santé. En fait, je suis à la retraite depuis 1 mois. Mais je suis présidente de l'Association nationale des cadres de santé. Donc, il n'y a qu'une association nationale et c'est la nôtre qui s'appelle l'ANSIM. Voilà, je ne sais pas si je continue ou si vous voulez vous présenter. Tu peux encore continuer un petit peu. L'ANSIM, juste une petite question, mais tu vois, c'est pour le paysage, c'est toujours important. On sait que dans la représentation de corporations, il y a des syndicats, des associations, des collectifs. Les cadres de santé, comment ça se passe, votre représentation? L'ANSIM, c'est quoi? C'est le numéro 1? Il y a d'autres syndicats, il y a d'autres choses? Non, il n'y a qu'une association et c'est la nôtre. Bravo. Mais donc après, là, on parle un peu. Il n'y a pas de syndicat. Le seul syndicat des managers hospitaliers, c'est le SMPS, avec qui on travaille quand on a besoin, parce que les associations, on ne s'occupe pas de tout ce qui est la rémunération, enfin, on ne peut pas le négocier. Donc, c'est le SMPS qui nous aide à négocier les salaires, etc. Tout ce qui est rémunération. Donc là, est-ce que j'ai le droit de dire qu'on parle à la big boss des cadres de santé de France? Oui, un peu.
Ouais. Ok, ça marche. Merci pour cette présentation. Philippe Perrin, je te laisse te présenter également, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Merci de la confiance pour me permettre d'intervenir. Donc, je suis un éco-infirmier, c'est-à-dire un infirmier spécialisé sur les liens environnement-santé. Et à ce titre-là, en fait, je ne fais plus que de la prévention, de la promotion de la santé sur ces sujets des liens entre l'environnement et la santé. Alors, je suis éco-infirmier, ce n'est pas un titre reconnu. On essaye déjà de diffuser l'information auprès des professionnels de santé. On aura l'occasion d'y revenir. Et j'ai lancé cette activité il y a une trentaine d'années maintenant dans mon mémoire d'infirmier, qui d'ailleurs, pour tout dire, c'était assez drôle parce que les cadres formateurs nous avaient dit à l'époque, n'ayez pas peur d'être originaux sur vos thèmes de mémoire. Et quand j'ai sorti mon mémoire éco-infirmier, une autre voie, point d'interrogation, on m'a dit, il y a des limites à l'originalité quand même. Et en reconnaissant quand même le bien fondé de la démarche, en disant, si, ça a parfaitement du sens, on est au cœur du rôle propre infirmier, ça a vraiment beaucoup de sens, mais concrètement, il n'y aura jamais personne pour employer un éco-infirmier, une éco-infirmière. Et il se trouve que je suis assez têtu et du coup, après des années de lutte, je suis aujourd'hui un peu reconnu, je dirais, comme tel, et on essaye à terme peut-être de faire reconnaître cette activité. Et je suis depuis maintenant une dizaine d'années aussi directeur d'un institut de formation en santé environnementale, l'IFSEN, qui a pour but de former d'autres éco-infirmiers, mais des éco-soignants en règle générale, à ces thématiques, parce qu'il y a de plus en plus de demandes, on en reparlera aussi. Et il faut former urgemment le personnel de santé sur ces sujets-là. Il y en a beaucoup de demandes. Du coup, on a une formation qu'on a dû dédoubler récemment pour faire face aux demandes de personnes, de soignants principalement, qui veulent se former sur ces sujets. Merci Philippe. Ouais, je te trouve assez humble dans ta présentation. Tu es quelqu'un de très important sur ces thématiques-là. Dans le cadre du collectif Santé en danger, il y a un groupe un peu dédié santé environnementale avec qui on a interagi régulièrement un petit peu tous ensemble. Alors moi, je sais de quoi je suis expert et je sais aussi mes limites. Donc, voilà, ça c'est des choses que je maîtrise moi pas très très bien. Et donc dans ces cas-là, il faut pouvoir affaire à des référents. Et tu as eu vraiment la bienveillance de toujours te rendre disponible pour nous. Vraiment, vraiment, je te remercie de continuer parce que si nous, comme tu le sais, on a déjà eu un petit peu cet échange-là. Si nous, comme tu le sais, on a un petit pouvoir peut-être d'exposition, de communication et de faire connaître des choses, il faut que ce qu'on fasse connaître permette d'aider des gens qu'on aurait, des entités qu'on aurait peut-être plus besoin. Et je pense que vraiment la santé environnementale en fait partie. Et dis donc, Philippe, tu veux pas quand même nous parler en 1 ou 2 minutes, sauf si c'est indiscret, de ta maison aussi? Tu as quand même fait un sacré buzz sur ta maison. Tu peux nous parler de ça quand même? Oui, en 2 mots, c'est effectivement, j'essaie d'être cohérent, mais c'est pas toujours très, très évident. Mais agir, c'est comme, connaissez le dicton, penser est facile, agir est difficile, et agir selon sa pensée, c'est le plus difficile. Quand on a eu la chance de pouvoir construire une maison il y a une douzaine d'années, j'avais beaucoup travaillé sur le sujet de l'habitat et de la santé, qualité de l'air, les matériaux, etc. Et puis, donc, on a construit une maison de très haute performance thermique, à la fois qui consomme très peu d'énergie, qui consomme très peu d'eau, en fait, c'est une maison extrêmement sobre. C'est un bâtiment à énergie positive qui d'ailleurs produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Et on a des consommations aujourd'hui, eau, gaz, électricité, chauffage, qui sont inférieures à peu près 40 € par mois. On paye beaucoup plus cher. Et on n'a pas, excusez-moi, on est complètement, on est un peu hors sujet, mais je trouve ça passionnant, juste, et puis on passe après à nos sujets vraiment. Tu n'as pas été démarché par des constructeurs Non, pas vraiment. Non. Mais d'ailleurs, on a été pour te dire, on a été la première maison certifiée passive, parce que c'est un standard passif quand on a construit il y a une dizaine d'années. On a été la première maison passive de Rhône-Alpes, la 3e en France. Et quand des journalistes sont venus pour faire des petites interviews sur notre maison, je leur ai quand même dit qu'à l'époque, en Allemagne, en Autriche, il y avait déjà 20 000 constructions passives qui étaient déjà sorties de terre. Donc, c'est dire si on a beaucoup de retard aussi sur ces sujets. On a du retard sur le monde de la santé. Dans le monde de la santé, on en reparlera, mais on en a aussi beaucoup dans le monde de la construction, malheureusement. Et ça, c'est un gros problème de formation. On en reparlera. Bien sûr. Bon, merci Philippe pour cette intro alléchante, j'ai envie de dire. Voilà. Dominique, demain, tu es ministre de la Santé. Oula. Tu es ministre de la Santé et on te dit, madame, vous avez carte blanche, ton Premier ministre, qui sera sûrement Olivier Véran, d'ailleurs, il fait tout pour être Premier ministre, Olivier Véran. On peut imaginer qu'un jour, il soit Premier ministre. Dominique, j'ai été ministre de la Santé, je suis Olivier Véran, je suis ton Premier ministre. Tu as une enveloppe illimitée pour augmenter l'attractivité des professionnels de santé dans les établissements de santé.
qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu proposes, la vision d'une cadre de santé. Alors, juste, je te remets dans le contexte. Il y a des urgences qui sont fermées la nuit par manque de personnel en France. Il va y avoir des morts. Il va y avoir des morts. Il y a des lits qui sont fermés en psychiatrie, en neurologie, dans plein de filières. Donc, il y a des maladies chroniques qui sont en ce moment déstabilisées, dégradées dans leur prise en charge. On a reporté des interventions chirurgicales partout sur le territoire. On essaye de nous faire croire que c'est à cause du Covid. Je prétends que ça n'a rien à voir avec le Covid et que ça a à voir avec en fait le système de santé qui est dégradé. On a des problèmes de formation, c'est-à-dire que les études de santé sont… Enfin, je ne vais pas t'embêter avec ça, mais la réforme des études de santé de médecins est catastrophique. Mais je sais aussi que finalement, les étudiants qui sont dans les IFSI, qu'on découvre passionnants à l'école, dès qu'ils mettent un pied en stage et qu'ils découvrent les cadences de travail, la sécurité des soins qui n'est pas toujours garantie, la bienveillance au travail institutionnel qui est parfois aléatoire. Non, mais je noircis le tableau. Hein. Et ben, en fait, comme tu le sais mieux que moi, il y a 20 à 30% d'étudiants qui ne vont pas au bout. Ce chiffre me paraît un peu énorme. C'est quand même des chiffres qui circulent. Et de toute façon, une fois qu'on aura augmenté l'attractivité et qu'on donnera envie à tous ces jeunes-là de venir faire ce métier-là, les formateurs ne seront peut-être pas en nombre. Alors, on commence par quoi? Moi, j'adore les ratios dans les services conventionnels, médecine, chirurgie. Les ratios existent déjà dans les soins critiques. Est-ce qu'il faut généraliser les ratios, même si le gouvernement a déjà dit non? Je te laisse la parole. Alors oui, alors il y a plusieurs sujets là. Globalement, effectivement, il y a vraiment un manque d'attractivité dans les hôpitaux. Le SNPI m'avait donné des chiffres, c'est-à-dire qu'il y avait 7500 postes infirmiers vacants en juin 2020 et en septembre 2021, on a 34 000 postes d'infirmiers vacants et 24 000 postes d'aides-soignants vacants. Donc c'est abyssal. Effectivement, la formation, par exemple, la profession d'infirmière, c'est une des formations qui est le plus choisie sur Parcoursup. Mais je pense que les étudiants ne connaissent pas le travail des infirmières et des infirmiers. Et donc, il y a beaucoup d'abandon de formation, effectivement, lors de la découverte du métier. Et les étudiants déchantent au fur et à mesure. Et pourquoi? Parce que, bon, déjà, ils ne savent pas des fois où ils s'engagent. Ça s'explique aussi par le manque d'encadrement dans les unités de soins et de bienveillance pour les futurs professionnels. Ce n'est pas parce que les infirmières font exprès de les embêter, mais c'est parce qu'il y a une charge de travail qui est telle qu'on n'a pas le temps de s'occuper des étudiants, pas correctement. Et du coup, une des mesures qu'il faudrait mettre, c'est de mettre des tuteurs déjà dans les unités de soins pour encadrer ces étudiants. Parfois, dans les unités, il y a un étudiant ou une infirmière. Et avoir tout le temps quelqu'un sur le dos à qui il faut expliquer, etc., c'est compliqué. En plus, Dominique, dans ton esprit, les tuteurs, c'est en plus des infirmiers qui sont là. Ah oui, en plus. Je retiens tout de suite que tu mets le doigt sur quelque chose d'incroyable, c'est que les conditions de travail des exercices aujourd'hui des professionnels de santé sont un frein à la fabrication, si je puis me permettre, à la formation des professionnels de demain. Donc en fait, encore une fois, on les utilise comme des bras, mais il y a des moments où ils n'apprennent pas grand-chose parce que ils aident à faire les toilettes, ils aident à faire voilà, comme des bras. Et puis, donc augmenter les postes dans les instituts de formation aujourd'hui, ça ne changera rien si on ne change pas les conditions. Tu as parlé très rapidement des études que les adolescents, que les jeunes ne connaissent pas. On avait déjà fait 2 propositions, des stages enfin pas obligatoires, mais accessibles quand on est au lycée ou au collège, alors qu'aujourd'hui, tu sais comme moi, comme tu es cadre, que c'est très compliqué de faire venir des étudiants à l'hôpital parce qu'ils ne sont pas majeurs, ce qui est quand même une fumisterie absolue. Donc, suppression de cette idée de mineurs qui ne peuvent pas être en stage à l'hôpital. Et deuxièmement, moratoire de Parcoursup en ce qui concerne les métiers du soin. Est-ce que ça te paraît cohérent? Alors, Parcoursup, je ne suis pas sûre parce que ça leur permet quand même, ça permet aux infirmières d'avoir un statut étudiant, etc. Par contre, ce qu'il faudrait, c'est rétablir un entretien de sélection pour qu'on serre mieux les représentations des candidats. Ça serait, à mon avis… Alors ça, c'est effectivement une proposition qui a déjà aussi été faite lors d'une audition précédente. Mais excuse-moi, j'ai du mal à comprendre. Tu le mets où, cet entretien-là? Il faut le mettre à l'entrée du cursus.
D'accord. Et alors, si on zoome un petit peu, Dominique, si on zoome un petit peu, pour améliorer la condition d'exercice des soignants en poste, toi, tu préconises quoi? Bon, des cadres sympas, on est tous d'accord. Et les Des cadres cadres sont des sympas. cadres sympas à Ils font l'écoute. Tu tous sais, comme moi, je ils travaille dans un peuvent. établissement où il n'y a que des cadres sympas. Donc, je sais que vous êtes heureusement la majorité. Mais Donc, explique-moi. en fait, moi, je pense qu'il faut réajuster les ratios de personnel en fonction des profils des patients qui sont reçus. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup d'hôpitaux qui ont un ratio pour les lits de médecine, un ratio pour les lits de chirurgie. Mais deux services de médecine ne se ressemblent pas, deux services de chirurgie ne se ressemblent pas non plus. Avec les nouveaux modes d'hospitalisation, l'hôpital de jour, l'ambulatoire, etc., on a alourdi et intensifié le travail dans les unités de soins classiques, avec des patients plus âgés, plus dépendants, des prises en charge complexes, etc. Et il faudrait effectivement revoir ces ratios en fonction du profil des patients, pas Oui, mais forcément en fonction attends, du je te coupe nombre de là-dessus. patients. Oui, Ouais. d'accord. Donc, en fait, ça, tu vois, le cabinet de Véran dit un peu la même chose. Donc, moi, je trouve que ça a du sens. Mais j'ai un problème. Aujourd'hui, comme tu le sais, les ratios imposés aux soins critiques, c'est un décret national, que ce soit la réanimation de Périgueux, la réanimation de Paris ou la réanimation de Marseille, les ratios sont les mêmes. À partir du moment où tu dis, bon, ben, on va laisser les hôpitaux s'organiser pour les ratios en fonction du profil de malade, tu comprends bien là qu'on fait une délégation de tâches, j'imagine, au directeur, on fait une délégation de tâches au directeur et on leur demande à eux d'évaluer les ratios dont ils ont besoin. Directeur des Or, soins. directeur des soins. Tu crois que le directeur des soins aurait carte blanche? Ben, Parce que il mon part par problème, établissement, il faudrait que le directeur des soins, et de toute façon, c'est une de nos préconisations, hein, l'ANSIM, c'est que le directeur, le médecin, président de CME par exemple, et le directeur d'établissement devraient avoir les mêmes pouvoirs et avoir une gouvernance tripartite. Parce qu'on a chacun des mais compétences tu, différentes. Il ne faut mais pas qu'il y en ait un qui… tu penses que ça, ce serait une organisation pérenne quand tu vois qu'aujourd'hui, dans certains hôpitaux, il y a quand même, de la part des directions, des comportements incroyables. Tu crois qu'on peut Ben oui, compter justement. là-dessus, sur la bienveillance des directions pour vraiment établir des ratios compatibles avec la réalité du profil des patients? Ça, toi, tu y crois? Bah, écoute, moi, j'ai fait partie il y a longtemps, mais moi, j'ai fait pratiquement que de la réanimation, infirmière et cadre, et j'ai fait partie de l'élaboration du texte pour la réanimation. Effectivement, une réanimation lambda polyvalente, ça ressemble à une autre réanimation polyvalente. Mais quand on va faire de la réanimation cardiaque, par exemple, c'est pas tout à fait la même chose. La réa chir, c'est pas la même chose. Neuro, c'est pas pareil. Enfin, tu vois, et il y a la réanimation, c'est pas bon, ils sont normés, mais bon, c'est pas ceux qui sont plus à plaindre. Mais moi, j'ai fait beaucoup de chirurgie aussi en tant que cas de sup. Quand on fait C'est à ces la services-là chirurgie, que je pense. Hein. Moi, c'est à ces services-là que je pense. Hein. la chirurgie oncologique, type de faire des chips, par exemple, des chimiothérapies intrapéritonéales, c'est des malades hyper lourds qui sortent de réanimation. Quand vous avez 6 patients de réanimation qui sortent, qui sont dans un service, c'est des post-réa, c'est quand même compliqué. Et elles sont le même nombre que n'importe quel service de chirurgie. Et ben ça, c'est Ça, pas c'est normal. impensable. Alors qu'en fait, tu es d'accord avec moi que ça ressemble plus à une USC post-op. Oui, même si voilà, elle passe aussi par l'USC, mais après, enfin, je veux dire, à un moment donné, ils arrivent dans les services de chirurgie, les patients, ils sont encore fatigués, ils ont encore des drains partout, ils sont… voilà, et mais je pense qu'il Dominique, faudrait quand même… Dominique, est-ce que ce travail-là, il existe, il a été fait? Est-ce que, tu vois, on a fait des études de profil de patients, je te dis n'importe quoi, post-op chirurto, post-op lourd uro, post-op chir viscéral, admettons, patients médicaux lourds,
est-ce que ce travail-là a déjà été fait avec une estimation du ratio idéal ou pas? Alors, pas que je Non. sache. Donc ça, c'est dans les propositions. Ça, c'est dans les propositions à faire. Il faut faire. C'est dans les propositions, mais peut-être que tu vois, le besoin en soins infirmiers des patients, il n'est pas pris en compte dans le PMSI non plus. Donc peut-être qu'aussi, ce serait peut-être une donnée à mettre dans le PMSI pour dimensionner les équipes. Bah oui, mais tu vois, ce qui m'effraie, c'est que c'est tellement évident. C'est tellement évident. Ça prouve bien quand même que les gens qui font les lois en dehors de toi, ils connaissent pas les malades. Ils connaissent pas les malades. Non, mais ils connaissent pas les malades. C'est pas possible. Tu vois, moi, je travaille dans un établissement chirurgical en service de chirurgie. Quand on a un briquaire, un patient qui est opéré d'un briquaire à J3, qui a parfois une alimentation parentérale, qui n'a pas repris de transit tout à fait, mais dont on a libéré la place en USC parce que malgré tout, il est stable. C'est du délire total. Donc, en fait, il y a au niveau de la gouvernance de la santé, je pense, un déficit cruel d'évaluation de la lourdeur des patients. Et une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, puisque de cette lourdeur-là qui est méconnue, les chiffres et les organisations qui en découlent sont, à mon avis, inadaptés et génèrent du burn-out, génèrent vraiment une perte de sens pour les professionnels. Je trouve ça terrible. Bon, écoute, Dominique, on a mis quand même les mains dans le sujet, là. C'est très bien. On va se remonter le moral un petit peu. On va se remonter le moral avec le plastique à l'hôpital. Philippe, vas-y, introduis un peu ton sujet. Qu'est-ce qu'il faut faire en urgence? On est tous, tu vois, excuse-moi pour ma manière de vulgariser et de simplifier à l'extrême et n'en prends pas ombrage. Mais en gros, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il faut faire mieux. Pour Philippe Perrin, qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Alors, je te donne des idées, mais je sais que tu en as plein, mais les idées qu'on pourrait avoir. Est-ce qu'il faut un référent éco-infirmier par hôpital, par service? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une charte d'éco-responsabilité des établissements de santé? Il se passe des choses dans des blocs opératoires, il y a de la récupération, des machins. Il se passe des choses un peu à droite, à gauche. Je n'ai pas l'impression que ce soit très, très uniforme. Est-ce que ça doit faire partie des certifications? Mais bon, moi, je pense que les certifications doivent disparaître parce que à partir du moment où on a des professionnels de santé qui ont travaillé sans masque lors de la première crise Covid, pour moi, l'HS doit disparaître, les certifications doivent disparaître. J'exagère un peu, mais c'est pour être caricatural. Quelle est, pour Philippe Perrin, aujourd'hui, tu es impliqué dans la formation, quelles sont les choses les plus importantes aujourd'hui qu'il faudra amener? On t'écoute. Je crois justement que c'est la formation. Je ne pense pas que quelqu'un un minimum raisonné qui comprenne un petit peu les enjeux autour de ces sujets de la prévention, en règle générale de la promotion de la santé, et particulièrement des axes de santé environnementale, je ne comprends pas quelqu'un qui puisse être formé sur le sujet ne soit pas dans la certitude qu'il faut urgemment s'investir sur cette thématique. Donc là, pour moi, la formation doit être un élément de base. Alors, la formation, malheureusement, au niveau infirmier, ça a été le cas depuis 2009. 2009, il y a eu une réforme du programme infirmier et la santé environnementale est apparue. On s'est battu quand même, à mon initiative, j'ai mobilisé des directeurs d'IFSI, de différentes personnes qui avaient un petit peu de responsabilité pour faire remonter aux concepteurs du programme qu'il fallait intégrer la santé environnementale qui n'était pas initialement mise dans le programme. Alors que depuis 2004, on a un premier plan national santé-environnement, très officiel, qui nous dit qu'il faut absolument renforcer et créer de la formation en santé environnementale, en formation initiale comme en formation continue. Donc, pour les infirmiers, c'est bon. Pour les aides-soignants, pour les PR, par exemple, les auxiliaires de PR, par exemple, depuis septembre de l'année dernière, ça y est, c'est inscrit aussi au programme. Et du coup, on a des sollicitations, j'ai des sollicitations, et le réseau de personnes que j'ai formées aussi ont des sollicitations dans les ITSAS, dans les écoles de sages-femmes, dans les écoles d'aides-soignants, qui sollicitent des interventions. Donc, il faut qu'il y ait dans les référentiels la santé environnementale en formation initiale, ça c'est très clair. Après, ils pourront aller plus loin s'ils le souhaitent. Et il y a toute une série aujourd'hui d'établissements qui font de la formation continue sur ces thématiques. Donc, il faut au moins déjà qu'il y ait une formation de base en santé environnementale, en formation initiale. Philippe, je te pose une question très simple. Tu parles de formation initiale, tu as cité les sages-femmes, tu as cité les IFSI, très bien. Ça, c'est des gens qui sont dans les hôpitaux. Il faudra que tu me parles des médecins, parce qu'à moi, est-ce qu'il y a ça dans la formation initiale des médecins? Je ne sais pas. Non. Non. Et même pas des sages-femmes, ce qui est pire encore, ni des puères. Alors quand on sait aujourd'hui l'importance des toxiques, de l'environnement toxique dans lequel peut naître un bébé, on sait que ça va agir non seulement sur sa santé à la naissance, ça va agir sur sa santé à l'âge adulte, voire même sur la santé de ses descendants. Donc même les formations qui sont les plus impliquées sur la thématique de la santé environnementale, il n'y a pas dans leur référentiel de formation initiale
ce genre d'éléments, c'est quand même Donc, complètement les ridicule. scripts, vous avez bien noté tout ce qu'a dit Philippe, hein, tout était important. Mais Philippe, quand bien même demain, tu es impliqué dans la formation initiale des médecins, la santé environnementale est dans les IFSI, pour les sages-femmes. Bon, tout ça, c'est très bien. Qu'est-ce qui aujourd'hui, toi, t'en es où dans tes relations avec les directeurs d'hôpitaux et avec le ministère de la Santé pour que ces choses-là soient effectives sur le terrain? Parce que c'est bien gentil de former les gens, Philippe, mais tu sais comme moi que le gros risque, c'est qu'une fois qu'ils arrivent en poste dans un hôpital, une clinique lambda, et qu'ils disent, bah, moi, j'ai plein d'idées, Philippe Perrin m'a expliqué ce que je devais faire, j'ai plein d'idées, et puis qu'on lui dise, bah, en fait, monsieur, on ne vous connaît pas, on ne sait pas de quoi vous parlez, il n'y a pas de budget pour ça. Écoutez, monsieur, ça a marché comme ça pendant 50 ans, vous n'allez pas tout révolutionner. Comment on s'affranchit de ce risque-là, qui peut être un gros risque de dégoût, Philippe? Tu le sais mieux que moi, hein. Tout à fait. Ben, moi, ce sera assez radical. Il faut supprimer le ministère de la Santé. Alors, excusez-moi, Madame le ministre, puisque quand je dis supprimer le ministère de la Santé, parce qu'on n'a jamais eu un ministère de la Santé, on a un ministère de la maladie. On a un ministère de la Santé qui ne gère que des crises sanitaires. On est dans la gestion de crises sanitaires qui ne cessent de s'amplifier. On voit la progression des pathologies chroniques. On n'a pas un système de santé, on a un système de maladie. Donc, c'est des réformes structurelles vraiment très profondes. Il faut remettre vraiment en avant le rôle, l'importance de la prévention, de la promotion de la santé. Il faut valoriser l'acte de prévention, de promotion de la santé. Il faut le valoriser, le revaloriser. Il faut aussi que les soignants arrêtent de déconsidérer eux-mêmes tous leurs collègues qui font de la prévention comme des branleurs, parce que c'est souvent ce qui se passe, excusez-moi, mais entre le médecin de santé publique et le dernier, parce que dans les internats, les derniers postes à pourvoir, c'est les médecins de santé publique, c'est les médecins… Ça va changer, hein. Ouais. À mon avis, Philippe, ça va changer parce que les 20 mois de pandémie ont mis en valeur quand même beaucoup les médecins de santé publique. Il y en a qui sont devenus assez célèbres. Moi, je suis certain que ça va changer. Ben, j'espère. Mais ça, je crois que c'est vraiment structurellement qu'il faut aussi s'affranchir du lobby que constitue l'industrie pharmaceutique, qui a tendance derrière à pousser du médicament plutôt que d'être sur le champ de la prévention. Donc, il y a un vrai travail de fond. Il faut réorganiser pour faire un véritable système de santé, pas seulement un système de maladie. Il y aura toujours besoin de patients pour s'occuper des gens malades, mais il faut aussi vraiment s'orienter sur la promotion de la santé. Alors, et c'est d'ailleurs, juste pour dire, la médecine hippocratique, hein, Hippocrate, il y a 2400 ans de ça, disait… on ne peut prétendre guérir un patient sans prendre en considération les influences de son environnement quotidien. C'est-à-dire que dans les principes même de la médecine hippocratique, qui est une médecine extrêmement individualisée, on va questionner le patient sur dans quel milieu il vit, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il mange, où est-ce qu'il travaille, etc. Et tout ça, ça va permettre de construire effectivement une véritable action derrière qu'on pourra mettre en place pour réduire la prise de médicaments et pour permettre surtout à cette personne de se sentir beaucoup mieux, d'aller mieux. Philippe, tout ce que tu dis est vraiment passionnant. Quand tu dis, bon, admettons, moi je te dirais, écoutez, non, on ne va pas supprimer le ministère de la Santé tout de suite. Parce que moi j'ai été nommé, tu vois, superviseur de tout ce qu'il faut détruire et donc je choisis des trucs. Je choisis de garder un peu les ARS encore un peu et je choisis de garder le ministère de la Santé. J'adore ces jeux de rôle. J'ai l'impression d'être dans SimCity. Tu te souviens de SimCity? Tu vois, tu choisissais ta mairie, ton truc. Bon. Aujourd'hui, concrètement, la prévention au niveau du ministère de la Santé, c'est quoi? C'est le ministère de la Solidarité et de la Santé. Il n'y a pas une entité spéciale prévention, santé environnementale, ça n'existe pas? Ben non, pas sur le sujet de la santé environnementale. Il y a des structures qui, effectivement, normalement s'approprient le champ de la santé, de la prévention. Mais d'ailleurs, même quand on parle de prévention, on voit que c'est 2 ou 3% du budget du ministère de la Santé, hein, c'est donc ridicule. Et quand on parle de prévention, on mélange allègrement les 3 niveaux de prévention, qui sont la prévention primaire, qui s'occupe des facteurs de risque, qui s'occupe de personnes en bonne santé pour leur dire, voilà votre capital santé, ben, à vous de le maintenir en meilleure santé le plus longtemps possible. La prévention secondaire, c'est le dépistage. Et la prévention tertiaire, on s'occupe des patients touchés par des maladies chroniques. Tous ces niveaux de prévention ont du sens, mais quand on parle en France, par exemple, de lutte contre le cancer du sein, l'obsession, c'est quoi? C'est le dépistage, c'est la mammographie, qui n'empêche pas de développer un cancer du sein, qui empêche simplement de risquer d'en mourir parce qu'on dépiste précocement. Enfin, je ne t'apprends rien. Donc, en fait, il faut distinguer les différents niveaux de prévention. Ouais, à t'écouter, il manque. Bon, mais ça, on le dit aussi depuis un petit moment, et c'est quelque chose qu'on porte beaucoup. Il manque dans ce pays une politique réelle de prévention large, primaire, sans tabou, qui pourrait être la base de nouvelles organisations et surtout, moi, un truc auquel je crois beaucoup, de donner naissance à des nouveaux métiers qui n'existent pas aujourd'hui, hein, Philippe. Hein. Et moi, tu vois, regarde, et quand on revient à des crises sanitaires, on les a connues virales, mais tu sais mieux que moi que demain, elles seront caniculaires. Et puis après-demain, elles seront en rapport avec les flux migratoires. Et l'actualité près de chez nous, là-bas, en Ukraine,
n'est pas très rassurante sur ces sujets-là. Peut-être qu'on devra plus vite que prévu faire face à des flux migratoires importants de recherche de nourriture ou des gens qui vont fuir des conflits. Tu sais, je suis très attaché à la notion de quand même de véritable réserve sanitaire. Être capable de faire face à des afflux de patients dans des services de soins critiques. Moi, je suis certain qu'on pourrait, sur la thématique de la santé environnementale, créer des professionnels qu'on formerait en même temps, s'ils en ont envie, au travail de soins critiques et qui pourraient, en période de pic de soins critiques ou de pic sanitaire, être une forme de réserve sanitaire. On dirait à un moment donné, attendez, on met de côté la prévention, la santé environnementale, le temps d'un mois là, très compliqué, vous réintégrez les réa pour filer un coup de main. Est-ce que ça te choque, ça, comme concept? Non, pas du tout. C'est pas du tout. Et je sais que la plupart des étudiants qu'on forme, nous, dans notre institut de formation en santé environnementale, sont des personnes qui ne souhaitent pas forcément quitter les services, mais en tout cas qui voudraient, pourquoi pas garder encore un pied dans les services, mais développer une activité de conseil, de formation, de sensibilisation du grand public sur cette thématique. Donc, ça n'a absolument rien de délirant et je trouve ça parfaitement cohérent. Parce qu'on travaille on est sur deux pieds, hein, la prévention et le curatif. Les deux sont effectivement liés. Moi, alors, demain, tu sais, je sais pas, tu dois connaître ça, Kali Magazine. C'est un nouveau magazine. Ouais, bon, demain, il y a plusieurs pages auxquelles on a participé. Le sujet, c'était la vaccination, mais moi, j'y abordais aussi ces nouveaux métiers-là, tu vois. Et j'ai abordé aussi alors, les nouveaux métiers et également les nouveaux habitats. Ta maison éco-responsable, ça pourrait devenir demain les nouveaux hôpitaux, en fait, tout simplement. Je pense qu'il y a probablement un lien. Alors, je voudrais te poser deux questions et puis après, on passera la parole à Dominique. Moi, je suis anesthésiste. Mon logiciel de consultation d'anesthésie, il est informatisé. Très bien, on est hyper content. Et puis, à la fin de la consultation, je n'ose pas te le dire, Philippe, hein, mais je te le dis quand même, je dois imprimer 3 pages de consentement, une page d'ordonnance pour le test Covid, une page pour les mesures de règles hygiéno-diététiques avant l'intervention, parfois une ordonnance, parfois je l'adresse à un médecin spécialisé. Bon, il y a entre 5 et 10 pages blanches imprimées à la fin de ma consulte, mais je suis hyper content d'avoir eu mon logiciel de consultation. Tu vois bien que là, il y a un gros problème quand même. Le numérique, c'est là où je voulais en arriver. Le numérique, Philippe, il doit quand même nous permettre d'épargner du papier, de la consommation de matières premières. Enfin, c'est impensable, cette affaire-là, quand même. Tu es d'accord avec ça ou pas? Oui, tout à fait. Avec une réflexion quand même qui est importante, à mon avis, c'est qu'on ne voit pas les coûts cachés. On ne voit pas l'énergie nécessaire à la mise en place de ces activités numériques. On ne voit pas tout ce qui est en amont de la filière. Il faut faire ce qu'on appelle la notion d'éco-bilan. Enfin, Olivier Thomas, qui interviendra prochainement aussi, en reparlera. Mais cette notion d'éco-bilan, elle est très intéressante. Quand on parle de changement climatique, les hôpitaux et la relation au changement climatique, on se rend compte que le premier poste d'émission de gaz à effet de serre dans un établissement de santé, c'est la politique d'achat. C'est-à-dire c'est les fournisseurs, comment les fournisseurs fabriquent, d'où ça vient, comment ça a été fabriqué, comment ça a été transporté, etc. Donc, c'est des coûts cachés en fait des produits. Et sur le numérique, il y a énormément de coûts cachés, notamment sur la fabrication du matériel, sur les data centers, etc., en plus de tous les aspects sécuritaires. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent sur la partie en amont. C'est un aspect vraiment qui est important à considérer, je pense. Dernière question, j'ai encore une mini-question avant de vraiment passer la parole. Tes relations, ton rapport, ton avis, ton regard sur le Shift Project, sur Jean Covici, tout ça, ces gens-là, la décarbonation de la société, de la santé, je trouve ça génial, hein, mais ça fait presque un peu peur dans la manière d'être amené. Philippe Perrin, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit par rapport au Shift Project, la décarbonation et Jean Covici? C'est une urgence absolue parce que si on parle de sécurité, nos politiciens ont l'obsession de la sécurité, il n'y aura pas de sécurité des biens et des personnes s'il n'y a pas de sécurité sanitaire, s'il n'y a pas de sécurité climatique, s'il n'y a pas de sécurité d'accès à l'air ou à l'alimentation. Donc oui, c'est une bonne chose, simplement juste Jean Covici, il a une orientation en termes de politique énergétique qui n'est pas franchement la mienne, notamment axée sur le nucléaire, bon ça c'est un autre aspect, je ne considère pas que ce soit forcément le recours autant qu'il faut le faire. Voilà. Sinon, très intéressant. Oui, d'accord. Bon, Dominique, comment ça se fait, comment ça se fait que tout ça ne se soit pas encore mis en place sur le terrain, dans les instituts de formation? Pourquoi il n'y a pas des cadres de santé et pourquoi il n'y a pas d'éco-cadres de santé? Attention, pas pour faire des économies, hein. Des éco-cadres orientés écologie. Pourquoi ça n'existe pas encore? Pourquoi ça n'existe pas encore? Tu peux nous expliquer les freins que toi, tu vois à ton niveau?
qui pour moi sont une Alors source d'attractivité. déjà malheureusement, ce n'est pas les cadres qui décident, hein, donc c'est déjà… Voilà. Après, c'est vrai que globalement, à l'hôpital, on a beaucoup aussi enlevé tout ce qui était poches en plastique, globalement. Hein. Enfin, je dis n'importe quoi. Les poches en plastique, il y en a, mais avant, on faisait le tri. Moi, je me rappelle avoir fait le tri du verre et du plastique, etc. Le verre, on n'en a plus. Mais effectivement, après, on fait zéro tri. Dans les bureaux, même dans les bureaux, il y a… on a des boîtes pour mettre le papier, par exemple. Et moi, j'ai vu les femmes de ménage qui prenaient ces boîtes pour le papier et qui remettaient tout dans la vraie poubelle. Donc, globalement, il n'y en a pas. Après, il y a des cadres hein, qui sont intéressés à ça. Il y a des infirmiers, la preuve. Mais on n'a pas, nous, les cadres, on n'a pas ce pouvoir. Donc, si ce n'est pas une politique d'établissement, il faut que ce soit une politique d'établissement. On ne peut pas le faire tout seul à notre échelle. Ouais. Voilà. Mais après, en termes d'environnement, il y a aussi l'environnement relationnel. Et ça, il y a aussi des choses à faire sur l'environnement relationnel et sur les comportements et de travailler sur les compétences comportementales, ça serait important aussi. Sans compter que la santé environnementale, c'est vraiment une médecine individualisée. C'est-à-dire qu'il faut comprendre où en est le patient, il faut comprendre ce que vit le patient. Donc, c'est vraiment une médecine individualisée. Donc, ça rejoint exactement ce que vient de dire Madame la ministre de la Santé. Mais Dominique, d'accord, ce n'est pas les cadres qui décident. Mais toi, tu connais bien les directeurs. Ce n'est pas des choses que vous avez… Non, mais est-ce que c'est des choses que tu penses être importantes dans leur raisonnement ou pas? Ils y pensent à tout ça. Ils y pensent, ils savent que c'est important. Ils savent que c'est important ou tu as le sentiment que ça, c'est pas… Aujourd'hui, il vaut mieux… Allez, je caricature. Il vaut mieux supprimer des lits pour toucher une prime? Non, mais je pense que chez certains directeurs, c'est une préoccupation aussi. Mais c'est peut-être pas leur première préoccupation. Oui, puis c'est déporté dans le temps. En fait, sur tous les sujets de santé environnementale, l'exposition au plastique dans les environnements des très jeunes enfants, notamment à l'hôpital, c'est quelque chose qui est dramatique parce qu'à terme, ça va nous faire une épidémie de pathologie associée effectivement à cette imprégnation par les perturbateurs endocriniens. Ça peut même toucher les générations suivantes en plus. Donc, on a une distorsion assez importante entre le moment où on est exposé et le moment où on va ressentir les effets, qui fait que s'il y a des urgences qui nous paraissent de premier plan qu'il faut traiter, on passe là-dessus. Et s'il peut y avoir une sensibilité, malheureusement, la prise en compte de ce genre de choses, il faut intégrer le long terme. Dans toute vision économique, il faut intégrer le long terme. Et là, on ne le fait absolument pas sur le monde de la santé. Bon, alors, j'essaie de résumer les choses qu'on a à faire. On doit donc militer pour une vraie politique de prévention avec une gouvernance de la prévention qui, aujourd'hui, à vous écouter, n'existe peu ou pas. Même s'il y a de la prévention dans le système de santé français, faut pas dire ça, effectivement, mais comme le dit bien Philippe, on est très dans le curatif et finalement, on ne s'intéresse pas tellement à tout ce qui se passe avant. On pourrait parler de l'air, de l'eau, etc. Je suis sûr que Philippe, il pourrait nous en parler pendant des heures et des heures. Je reviens sur les plastiques, Dominique. Je parle sous couvert de Philippe. Parfois, il vaut mieux du plastique quand même, du bon plastique recyclable que du mauvais carton, par exemple. Enfin, c'est un peu une caricature, mais il y a des plastiques qui sont parfois, il vaut mieux préférer parfois certains plastiques que pas forcément tout, parce que j'ai discuté beaucoup avec des entreprises de renouvellement, comment on appelait ça, vous m'avez compris, qui recyclent, des entreprises de recyclage, et parfois il y a des plastiques qui sont finalement assez intéressants. Donc, politique de prévention, il faut vampiriser tous les instituts de formation des professionnels de santé, médicaux, paramédicaux, sage-femme. Et puis, moi, ce qui m'inquiète, c'est rendre cela important dans l'esprit des directeurs. Et ça passe forcément par le gouvernement, le ministère, les ARS. Il faudrait que dans les ARS, il y ait des antennes quand même, santé environnementale, même par territoire. Philippe, tu es d'accord avec ça? Il faudrait qu'une ARS d'un territoire, elle soit référente des urgences climatiques, environnementales de son territoire qui ne sont pas les mêmes dans tous les territoires, j'imagine. Tu es d'accord avec ça?
C'est une évidence. On va vers une telle évolution de nos modes de vie liée ne serait-ce qu'aux modifications climatiques, que de toute façon, ça va bouleverser tout le champ de notre quotidien. Donc, notre santé va être affectée à de multiples niveaux. Il faut effectivement une prise en compte forte par les ARS de ces thématiques. Ça, c'est une évidence, effectivement, tout à fait. Donc, en fait, si tu veux, tu vois, moi, j'aime pas quand on dit qu'il faut supprimer les ARS. Moi, je pense qu'il faut voir les ARS comme une représentation gouvernementale de terrain, mais qui doit être vraiment colonisée d'informations ascendantes, d'informations de soignants de terrain, la difficulté d'un service de chirurgie, par exemple, qui n'arriverait pas à être au bon ratio pour bien gérer ses malades, et également toutes les problématiques de santé environnementale, de filières courtes, d'alimentation pour apporter finalement des voies d'alimentation dans des établissements. Et moi, je pense que les ARS devraient être un chef d'orchestre tourné vers le terrain, alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une boîte enregistreuse qui observe ce qui se passe, mais quand il y a un message qui arrive, c'est forcément un message descendant du gouvernement. Je caricature un peu, mais moi, c'est vraiment l'expérience que j'en ai. Et j'ai pourtant du respect et plein d'amis dans les ARS. Hein. Et le sentiment que… Pas forcément. Je vois par exemple l'ARS de Nouvelle-Aquitaine qui s'est beaucoup engagée sur le sujet de la santé environnementale, qui a fait que dans chaque maternité de Nouvelle-Aquitaine, il y a au moins 2 personnes qui soient formées en nesting. C'est des ateliers nesting qui permettent aux parents d'accompagner les parents dans la création d'un environnement le plus sain possible pour le bébé, donc de favoriser en fait l'épanouissement de la santé du bébé. Ça, c'est rendu obligatoire par l'ARS de Nouvelle-Aquitaine. Donc, il y a quand même des ARS qui peuvent vraiment s'impliquer d'ores et déjà sur ces thématiques-là. Oui, mais Philippe, tu me parles de l'ARS Aquitaine. Je pense que tu seras peut-être pas capable de me parler, par exemple, de la même chose pour l'ARS Hauts-de-France. En fait, ça me fait penser aux hôpitaux. Ça ne doit pas être quand même une démarche régionale d'une ARS. Ça devrait être un phénomène global. Bien évidemment. Tu vois, comme si on allait changer ces affaires-là uniquement dans certaines régions. Bon. Donc, on a abordé la gouvernance, les formations nécessaires. Je pense que l'attractivité, Dominique, moi, je pense que l'attractivité, elle en sort grandie avec ces thématiques-là. Tu l'as dit, il y a des cadres qui seraient intéressés par ça. Moi, je suis désolé, mais est-ce que, Philippe, est-ce que tu as des directeurs d'hôpitaux qui viennent à l'IFSEN ? Non. Mais on n'a pas de médecins non plus, pas de médecins généralistes. On a des médecins spécialistes. C'est intéressant, les médecins spécialistes viennent à l'IFSEN parce qu'ils observent dans leur pratique des choses qu'ils essayent de comprendre ou qu'ils essayent de trouver des réponses aux questions que leur posent de plus en plus de patients. Et pour mais moi, je veux la faire, ta formation. Philippe, moi, je veux la faire. Hein. C'est juste que j'étais embarqué dans un autre DU, de médias cette année. J'étais embarqué dans un DU de médias. Comment bien gérer la télé. Et du coup, je ne pouvais pas faire le DU de santé environnementale. Bon. Écoutez, je pense qu'on a repassé en revue là les propositions. Je voudrais passer la parole à nos modérateurs, comme ça laissera le temps de conclure avec, si vous voulez, un petit peu approfondir certains items. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'est Christelle Baldé qui fait la modération. Allô, allô, ici la Terre, Houston. Est-ce qu'on a un modérateur du collectif qui a repéré des questions dans la salle? Oui, alors c'est bien Christelle qui fait la modération normalement. Mais alors. Mais je me demande si elle n'est pas partie. J'ai cru voir Christelle Baldé, j'ai cru voir qu'elle était partie. Est-ce que Audrey… Moi, j'ai une question. Vas-y. J'aurais une question personnelle. Est-ce que pour Dominique et pour Philippe, est-ce que vous pensez tous les deux que faire des établissements éco-responsables avec des valeurs comme ça de santé environnementale mis en exergue en avant et proposer des formations aux personnels médicaux et paramédicaux, vous voyez un peu mettre tout ça dans la balance. Est-ce que vous pensez que ça pourrait fidéliser et attirer des personnels qui seraient dont ça serait les valeurs, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Ouais. Pour ma part, j'en suis convaincu, ça c'est certain. Je vois les personnes qui font la formation IFSEN, beaucoup sont des personnes qui cherchent à s'aligner, à être en cohérence entre leurs idées profondes, leur sensation d'un avenir qui est en train d'évoluer à grande vitesse et qu'il faut urgemment anticiper. Et en même temps, ils ont envie de s'aligner, quoi. Donc, je pense que si les hôpitaux commencent à s'engager véritablement dans cette voie, on va vraiment donner envie au personnel de retrouver du sens à leur métier, de se dire, je ne suis pas simplement là dans une autre planète, parce que quand je vois le gaspillage, c'est ce qu'on me dit souvent, le gaspillage d'eau, d'énergie, de déchets, le non-tri, etc., je suis écœuré. Du coup, je vais à l'hôpital pour soigner, mais c'est une autre planète. Je rentre chez moi, je fais le tri, je fais attention à plein de choses, et quand je suis à l'hôpital, ça n'a plus aucun sens ce que je fais, je perds complètement le sens de ce que je fais. Donc, et ça serait peut-être une piste
pour l'attractivité, pour attirer encore des professionnels qui sont peut-être fatigués. Voilà. Et pourquoi ne pas faire dans les hôpitaux des consultations en santé environnementale, avoir des professionnels, des référents, comme tu le disais tout à l'heure Arnaud, des référents qui puissent être là pour répondre à des patients. Je suis dans telle situation, mon environnement, je me pose des questions sur tel ou tel type de sujet, sur l'alimentation, sur l'air que je respire, j'ai besoin de trouver des renseignements. Et qui est formé aujourd'hui? Qui peut répondre à ces questions? Les professionnels de santé, quand on va les voir, les médecins, quand on va les voir, ils vous prescrivent des anxiolytiques si ça vous angoisse beaucoup. Parce qu'on n'a pas du tout cette capacité, parce qu'on n'est pas formé à ces thématiques. Donc, il y a un vrai travail de pourquoi pas mettre de la santé dans les hôpitaux et proposer des consultations en santé environnementale, mais on peut le faire dans des pharmacies, dans des hôpitaux, dans des dispensaires, dans des centres de santé, etc. Effectivement, ça serait une bonne mesure d'attractivité, mais pas que, puisqu'il y a quand même les conditions de travail qu'il faut… Philippe, comment balayer Philippe, il y a les conditions de travail aussi, bien sûr. Oui. Comment balayer d'un revers de main un petit adage qui circule? Et moi, on m'a conseillé aussi de faire attention à ce qu'on dit sur ces sujets-là. Comment balayer d'un revers de main l'idée que ces thématiques-là sont un peu des thématiques de riches? Autrement dit, la précarité parfois relèguerait ces questions-là un peu au second rang quand on est, par exemple, quand la priorité c'est de manger. C'est vrai qu'on pourrait se dire que la qualité de mon alimentation, est-ce que c'est vraiment la filière courte? Tu vois, est-ce que je contribue pas à entretenir une exploitation déraisonnable? Est-ce que tu comprends le sens de ma question? Bien sûr, bien sûr. Mais ça, je pense qu'il faut bien considérer que les personnes, même les personnes à bas revenus, les personnes qui sont en bas de l'échelle sociale et qui sont en difficulté économique, ont ce genre de questionnement. On se rend compte aujourd'hui que les questions sur le changement climatique, par exemple, ou les questions de comment l'environnement dans lequel je vis peut menacer ma santé, ça ne touche plus ce que ça touchait beaucoup il y a encore quelques années, une classe de population, catégories socio-professionnelles supérieures, etc. Aujourd'hui, ça perfuse dans l'ensemble des strates de la société. Et après, la question, c'est pourquoi ces personnes n'arrivent pas à prendre ce genre de choses en considération, ou en tout cas ne peuvent pas franchir le pas. C'est parce qu'effectivement, c'est des problèmes de moyens financiers, c'est des problèmes aussi de formation, de sensibilisation peut-être, et puis c'est des problèmes de taxes, qu'on devrait peut-être taxer des produits et détaxer d'autres pour favoriser une consommation plus responsable, plus raisonnée, qui permettra à ces personnes qui sont en difficulté de pouvoir aussi être dans quelque chose de plus cohérent par rapport à leurs convictions, parce qu'eux aussi ont ce genre de questionnement, clairement. Dire que c'est des questions de riches, ça c'est une façon de dire simplement, ouais, non, ne me parlez pas de ce genre de choses, je n'ai pas de solution, je ne veux pas en entendre parler, je ne veux pas qu'on change les choses. Ça, c'est un mécanisme de résistance pour ma part. Dominique, si en tant que ministre de la Santé, on s'adresse à toi parce qu'il y a 10 infirmières qui veulent devenir éco-infirmières ou 10 infirmiers, tu penses que leur formation sera payée par ton ministère? Aujourd'hui, oui. Non, mais je veux dire, ces thématiques-là, Philippe, elles s'inscrivent comme dans la FMC, comme d'autres thématiques, et sont financées par les hôpitaux? Rarement par les hôpitaux, un peu, mais rarement. Parce qu'on n'est pas assez sensibilisé, en fait. Oui, mais non, parce qu'on est face à une telle urgence sur un plan de prise en charge des personnes qui sont malades, un tel déficit de personnel, hein, comme tu le disais, Dominique, qu'on est dans une situation où on part à une urgence de tout de suite. Sans comprendre que ce qu'on ne met pas en place aujourd'hui, on le paiera demain 10 fois, 50, 100 fois plus cher. C'est ça qu'il y a de terrible. Ouais, tu vois, Philippe, ce qui est très dur dans ces thématiques-là, c'est qu'il y a une inertie dans l'intégration de ces idées-là. Christelle Baldé, est-ce que tu nous entends? Oui, tu m'entends? Ce serait bien que tu ne quittes pas le Zoom, l'audition du vrai figure de la santé au moment où c'est à toi de parler. Ce serait quand même tu m'entends pas? On t'entend, vas-y. Ah pardon, ok, bonjour à tous. Je voulais rebondir sur la question du plastique. Si tu peux ne pas m'engueuler devant tout le monde, ce serait sympa. Mais je pensais qu'on ne m'entendait pas. La question du plastique, on sait qu'en 2025, le plastique va devenir, tout plastique qui sortira sur le marché devra être composé de 25% de matière recyclée, de plastique recyclé. Donc c'est un enjeu qui va venir demain, et que l'hôpital est un des plus grands pourvoyeurs de déchets et notamment de plastique. La proposition de trier et de recycler par une filière parallèle au tri, aux déchets dasserie et ménagers, propose aux hôpitaux de faire une épargne écologique et économique. Est-ce que c'est pas un début de piste pour engager les structures hospitalières? Je vais laisser répondre Philippe, mais moi, je peux te dire que dans mon entourage régional, je connais donc une entreprise de recyclage qui est en train de décrocher des contrats avec le CHU de Lille.
Vas-y, Philippe, sur la question. Non, mais sur le principe du recyclage et de la limitation des déchets, c'est un point important. Il faut déjà limiter les déchets. Je pense qu'on a aussi beaucoup de travail à faire en amont sur le sujet. La réutilisation du matériel, peut-être pas au niveau où on le faisait à une époque, on est d'accord, les seringues, etc. Mais je pense qu'il faut revenir aussi au réusage d'une partie du matériel. Ce qui va de plus en plus se produire, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le plastique, ça vient du pétrole. Le pétrole, le coût du pétrole est en train d'augmenter, va augmenter de façon très durable dans l'avenir. Donc, le prix de l'usage unique va augmenter. Donc, tout ce qui est réutilisable, tout ce qui peut être stérilisé, il va falloir ressortir peut-être les poupinelles ou en tout cas du matériel similaire pour restériliser ce qu'on a remplacé par du tout jetable. Et puis, il y a une autre question qui se pose sur le recyclage du plastique. Il faut bien comprendre que le plastique, il y a aussi un problème de tous les composés qu'on va additionner à chacun des plastiques pour lui donner des propriétés voulues pour résister à tel ou tel type de conditions d'utilisation. Et ces composés qu'on additionne au plastique, ce sont souvent des composés, ce sont des centaines de composés qu'on peut mettre là-dedans, qui sont des composés qui sont souvent préoccupants en termes d'impact sanitaire. Ce sont des perturbateurs endocriniens qui agissent à très faible dose. Et quand on recycle deux plastiques qui sont déjà eux-mêmes parsemés et additionnés toute une série de composés problématiques, quand on fait du recyclage avec ces plastiques, on fait un cocktail encore plus important de composés contenus dans les plastiques recyclés. Donc le recyclage du plastique a quand même énormément de limites, je voudrais insister. Alors, il sera peut-être effectivement dans certains usages souhaitable, mais il ne faut pas s'orienter, à mon avis, sur le recyclage du plastique. Il faut déjà réduire les flux en amont au maximum de jetables. Il faut être dans la réutilisation et favoriser toutes les filières hautes qui sont dans le vrai recyclage, comme le verre, comme l'inox, comme certains matériaux de ce genre, par exemple. Ok. Ça marche pour moi, comme dirait Bertrand, plastique Bertrand. Je cherchais à la placer depuis tout à l'heure. Excusez-moi, on l'oublie. On l'oublie. Il y avait un petit message là qui disait, on reparle d'attractivité. Est-ce que donc la personne qui a posé cette question-là, c'était pour que Dominique s'exprime à nouveau sur l'attractivité. Dominique, on a exclusivement parlé des ratios. On n'a pas du tout abordé la question salaire, ce qui est intéressant d'ailleurs, tu vois, parce que finalement, je pense qu'effectivement, les ratios sont très importants. Dominique, moi, je considère qu'il ne doit plus y avoir une infirmière en France aujourd'hui à moins de 2 000 € de salaire. Tu es d'accord avec moi ou pas? Bien sûr, on peut être que d'accord. Ok, mais bon, voilà, ça c'est fait. Merci, Madame la Ministre. Il y a aussi autre chose pour le ratio, c'est qu'il faut arrêter de mettre moins de personnel le week-end. Alors ça, Dominique, on l'a vu, on l'a abordé. C'est un truc que je trouve scandaleux, comme si le soin le week-end était moins important, comme si les toilettes de nos aînés étaient moins importantes le week-end. Ça, c'est un truc absolument scandaleux. Je voudrais vous poser une question à tous les deux. Est-ce que ça vous choque? J'espère que ça ne vous choque pas parce que j'avais fait des propositions dans ce sens-là à Macron depuis septembre. Est-ce que ça vous choquerait que l'infirmier qui démarre à 2 000 €, à partir du moment où il va se former à l'IFSEN et qui devient éco-infirmier, eh ben, je suis désolé, mais il a une augmentation de salaire. Est-ce que ça vous choque en termes d'attractivité? Moi, ça ne me choque pas, puisque ça fait partie, effectivement, on acquiert des compétences, on acquiert des capacités, des connaissances qui doivent être valorisées aussi, c'est certain. Pourtant, Philippe, tu sais comme moi que dans la notion de diplôme d'universitaire, tu vois, tu as des diplômes compétents, puis tu as des diplômes qui entraînent une action de compétences supplémentaires qui peuvent peut-être prétendre à une augmentation de salaire et d'autres non. Donc, en fait, ça veut dire qu'il faut revoir aussi toute cette notion de je développe mes compétences, ça doit se traduire par une augmentation de salaire. Ça, aujourd'hui, ça n'existe pas. Hein. Non, ça n'existe pas, en tout cas pas dans la fonction publique. Et il y a énormément de professionnels qui ont des DU, des masters, des choses comme ça, et c'est absolument pas reconnu en termes de salaire. Mais Dominique, est-ce que ça te choque qu'on dise à mes scribes là qui notent ça pour qu'après on donne ça au président de la République, rendons, alors peut-être pas tous, mais l'infirmière qui a le diplôme universitaire d'hygiène, elle a fait une action de formation. Ce serait pour moi un impact d'attractivité fort, d'inciter les gens à se former avec derrière une majoration de salaire. Est-ce que ça te choque, ça? Non, ça ne me choque pas. Ça me choque pas. Parce que nous, les cadres, on a souvent des masters en plus, etc. Et on n'a rien, on n'a pas de salaire en plus. Bon, je pense qu'il faut arrêter avec ça. Je pense qu'il faut arrêter avec ça maintenant. Il faut dire aux professionnels de santé. Enfin, moi, j'aimerais bien savoir si mon propos choque la salle, si vous pouviez répondre à la boîte de dialogue. Moi, je pense qu'on est infirmier, on est aide-soignant, on fait une formation, un DU, pour amener une compétence à l'hôpital, on doit avoir une augmentation de salaire. Voilà, simple. Ça vous choque ou pas? Pas choqué. Ok. Mario, elle est d'accord avec moi. Christelle Baldé, il y a d'autres remarques, d'autres questions? 5 minutes. Moi, je ferais bien une réflexion. Moi, bien sûr. Philippe et Dominique, vous pouvez conclure. Il nous reste 5 minutes.
Faites 3 minutes chacun et puis voilà. 2017, j'étais cofondateur d'une association santé environnement Auvergne-Rhône-Alpes et on a été invité par un ministre, on a été invité par un député de l'Isère à venir le rencontrer pour lui parler de santé environnementale. Un type qui visiblement connaissait le sujet et qui disait si un jour je accède à des fonctions de type ministre, est-ce qu'il y aurait des choses à faire en santé environnementale? On a beaucoup débattu sur le sujet, c'était super intéressant. Et vous savez comment il s'appelait ce type? Olivier Véran. C'est lui qui nous avait sollicité pour venir le rencontrer, pour lui parler de santé environnementale. Quand il est arrivé au pouvoir, on s'est dit, chouette, voilà un ministre de la Santé qui est super intéressé par le sujet de la santé environnementale. La pandémie est arrivée là-dessus et les urgences ont été autres. On a raté une belle occasion et j'espère que Madame la Ministre, quand vous serez ministre de la Santé, vous n'oublierez pas la santé environnementale et vous ne serez pas sous la pression des lobbies et d'une urgence telle qu'on n'aura pas le temps de se projeter un peu dans l'avenir. Ouais, ça pose le problème de la carrière en politique et puis peut-être que de tout ce que nous on voit pas, c'est-à-dire que peut-être qu'Olivier Véran a plein d'idées et qu'on lui a dit mon gars t'oublies quoi. Parce que tu sais moi pour avoir été souvent au ministère etc. On m'a bien expliqué comment ça se passe. Hein. C'est-à-dire que quand un ministère a des idées, après il y a un arbitrage du Premier ministre, toutes les décisions qui seront prises vont faire jeu de domino sur plein d'autres ministères. En fait c'est pas facile. Hein. Je dis pas ça pour les défendre. Hein. Mais en fait, quand tu prends une décision sur la santé, ça impacte après tout le reste. Et donc, mais c'est leur métier. On les a pas obligés à faire ça. Ils sont en responsabilité, ils doivent assumer. Voilà, c'est tout. Point barre. Nous, c'est notre métier. On assume nos difficultés et on est sympa avec eux. Puisque là, on leur apporte des propositions sur un plateau. Donc, bon. Ok. Dominique. Eh ben, je vais faire le joint parce que globalement, nous, on demande à ce que soit revisitée la réingénierie des formations des infirmières spécialisées, mais aussi des cadres de santé. Et peut-être que dans les modules, il faudrait effectivement rajouter la santé environnementale. Tu pourras le défendre dans le cadre de ton association? Ah ben, je peux le défendre, oui, si on m'interroge, si on veut bien que je participe. Tu dis que s'ils acceptent, Philippe Perrin, il s'engage à construire une maison en bois aux gens du cabinet du ministère. Je ne suis pas un constructeur de maison, quel que soit le type de maison. Non, mais tu dois avoir des plans quand même assez intéressants. Tu vois, Philippe, quand il posait la question du capacitaire, au moment des grands pics de pandémique où il manquait des lits, il manquait des endroits, là où on a fait des tentes de fortune, certains endroits ou des préfabriqués. Moi, je pense qu'il manque, comme un peu, il faut des nouveaux métiers. Je pense qu'il manque des bâtiments qui aujourd'hui n'existent pas, des bâtiments polyvalents, éco-responsables, construits par Philippe Perrin. C'est une taquinerie, mais tu as compris l'idée. Basse consommation, etc. Voire même qui générerait, comme tu l'as dit, un peu plus d'énergie qu'elle en consommerait. Et dans ces bâtiments-là, on pourrait y mettre des malades quand il y a besoin de mettre des malades. Et quand c'est calme, on y ferait de la prévention, de la santé environnementale, de l'éducation, du lien avec les filières, etc., tu vois. Des sortes de bâtiments polyvalents. Je suis effaré qu'on construise encore des édifices comme dans les années 80. Ça n'a aucun sens. Il est 13h13, il reste 2 minutes. Je vous laisse dire un petit mot. Je viens de voir passer un message là par rapport aux primes de nuit et des week-ends. Évidemment, hein, je pense qu'on en a déjà parlé, c'est rémunération correcte des nuits et des week-ends. Sur ce sujet-là, 1 euro brut de prime de nuit pour une infirmière, Dominique, quel prix il faut défendre? Quel tarif il faudrait défendre? Quel tarif? J'en sais rien, mais plus qu'1 euro par heure en tout cas. Tu sais qu'ils avaient proposé de passer à 1,50 €. Ah oui. Ça coûtait 500 millions d'euros. Je leur ai dit, le faites pas. Moi, je leur ai dit, le faites pas. Augmenter les gens de 1 euro à 1,50 € de l'heure. C'est la figure du monde, ça. C'est pire que mieux. Le week-end, c'est le dimanche en plus. Et il faudrait avoir une prime samedi-dimanche parce que souvent, on fait samedi-dimanche aussi. Et on a du mal à trouver des gens le samedi parce que ce n'est pas bien payé non plus. Et si nos sociétés s'engagent sur la santé environnementale, il y aura demain moins de malades. Et avec le même nombre de personnel, on aura de meilleures prises en charge de ces personnes. Tout le monde y gagnera, sauf peut-être. Et Philippe, et la santé coûtera moins cher. Donc en fait, c'est en plus une thématique qui a un impact économique dont les politiques sont si friands. C'est-à-dire que ça a vraiment un impact positif sur les dépenses de santé et sur le curatif en l'occurrence. Écoute, très bien. Tu te sens, juste ma dernière question, tu te sens quand même défendu, Philippe, dans ta thématique là? Oui, tu as plutôt face à toi des gens facilitants?
Oui, si, de plus en plus, si, heureusement. Et puis, on a une ministre de la Santé souriante qui a l'air vachement prête Ouais, à c'est faire pas plein de bon. choses sympathiques sur le sujet. On y croit. Qu'est-ce qu'on est bien dans notre nouveau ministère? Qu'est-ce qu'on est bien? Bon, Chouette. J'ai merci à une vous. question. Ouais, vas-y, rapidement, Christelle, parce qu'on Oui, déborde là. rapidement. Dominique, penses-tu que les toilettes sèches, c'est jouable à l'hôpital? C'est jouable? Oui, bah, pourquoi pas, oui. Philippe, il dit oui. T'es Ah bah, non, mais sérieux? je parlais de la santé Ah. au travail. On n'a pas parlé de santé au travail, mais c'est un vrai sujet. Non, mais les toilettes, franchement, les toilettes, vous savez ce que la santé pollue via nos rejets de médicaments? On est en train de contaminer les ressources en eau, ça devient extrêmement préoccupant. Les toilettes sèches, c'est un moyen aussi de permettre la dégradation de ces composés chimiques produits dans nos urines notamment. Les stations d'épuration n'étant pas adaptées à les traiter, on retrouve des populations de poissons qui se féminisent parce que les femmes urinent des métabolites de la pilule. On est dans une situation qui devient catastrophique dans les impacts que va générer la santé sur l'écosystème. Et les toilettes sèches, alors peut-être pas telles qu'on les voit aujourd'hui, dans les systèmes aménagés, ce sera sans doute de l'avenir, ne serait-ce que pour le recyclage des matières organiques et les carences qu'on risque d'avoir demain dans différents types de matériaux, de minerais comme le phosphore, par exemple. Et oui, ça paraît étrange, mais il ne faut pas se dire que ça n'arrivera jamais. On verra. Les scribes, on va commencer par mettre des toilettes sèches à l'Assemblée nationale. On va voir ce qu'on recueille en matière organique. On va voir si on arrive à semer des potagers dans Paris. Et si ça marche bien, on le fera dans les hôpitaux. D'accord? Assemblée nationale, laboratoire d'idées. Et on mangera bio comme à l'Assemblée nationale, parce que quand on mange bio… Dès qu'on a éteint le Zoom, je vais tweeter ça. Bon, merci beaucoup à tous. Merci. Non, moi, pour avoir essayé des toilettes sèches, c'est un peu gênant quand même. Voilà, il est 13h17. Merci à tous, c'était passionnant. Philippe, on a encore envie de t'entendre. Dominique aussi, parce que tu fais une présidente d'association de cadres très intéressante à écouter et puis une ministre à l'écoute. Et ça, c'est quand même très précieux. Merci à tous les deux. Merci. À très vite. Il va falloir qu'on continue notre collaboration. J'ai un vrai problème, c'est qu'à l'issue de chaque audition, je veux recommencer le lendemain avec les mêmes. Donc, en fait, il y a un vrai souci. Bon, voilà, c'était topissime. Merci à tous les deux. Les sujets n'étaient pas forcément très liés, mais vous avez vu, je pense qu'on s'est amusé avec beaucoup de simplicité à les mélanger et c'était, je crois, très intéressant. Merci à tous. Rendez-vous demain midi pour une autre discussion passionnante. Merci à tous les deux. Ciao. Merci. Merci les scribes et les modérateurs.